Je suis très contente de pouvoir présenter un peu ce qu'on a fait sur la question de la gestion territoriale des bioagresseurs et comment en fait l'histoire, donc là c'est plutôt une impulsion par des équipes de recherche sur des petits territoires sur le long terme qui a permis de commencer à traiter de la gestion territoriale et surtout montrer en fait d'essayer d'échanger là-dessus avec les agriculteurs de nos sites. Donc je vais passer vite là, donc on est bien sur une question de gérer et aménager pour promouvoir la biodiversité fonctionnelle et on a vraiment la question de l'échelle, c'est pas seulement la parcelle mais on est vraiment à l'échelle du paysage pour plein de processus de régulation des bioagresseurs. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, donc on en a parlé hier, hein, on a parlé de mélange de plantes de service et puis de variation d'échelle. Donc en fait, il y a eu une expertise qui est sortie aussi récemment, une expertise collective sur la diversification à différentes échelles comme un levier pour réduire les pressions de bioagresseurs, donc avec des effets directs sur les bioagresseurs et des effets indirects via la promotion d'ennemis naturels de ces bioagresseurs. Et donc en fait ce qui va nous intéresser c'est aussi l'intensité, donc le niveau de régulation biologique et aussi la stabilité de ces processus au fil des années parce qu'il faut que ça marche tous les ans aussi. Donc en fait, la question de la gestion territoriale, c'est ce que tu disais tout à l'heure Alain, il y a vraiment très peu d'exemples là-dessus finalement dans la littérature. Et on se dit que les leviers qui sont mis en place à l'échelle des parcelles ou des exploitations, en fait ils seront bien plus efficaces s'ils sont déployés à l'échelle d'un paysage ou d'un territoire. Et moi, je connais très peu d'exemples et celui qui est connu depuis pas mal d'années, c'est une région donc en Hollande en fait, où il y a eu vraiment la volonté d'un groupe d'agriculteurs, mais avec des associations de protection de la nature aussi, de réduire les pesticides. Et donc tous les agriculteurs en fait se sont mis d'accord et ils ont planté notamment des longueurs de bandes fleuries assez conséquentes. Donc ça remonte à pas mal d'années, avec un effet vraiment efficace sur l'augmentation des populations d'ennemis naturels et la réduction de l'utilisation d'insecticides sur ce petit territoire. Donc ça, c'est un exemple vraiment intéressant sur le long terme et qui a prouvé son efficacité, mais on dispose vraiment de très peu d'exemples comme ça. Et finalement, c'est vrai que les décisions des agriculteurs, elles sont quand même souvent individuelles. C'est comme ça que ça marche. Et donc, on peut se poser la question, finalement, quels sont les bénéfices à attendre d'une gestion territoriale en termes de services de régulation par rapport à ce qui existe en ce moment? Et du coup, c'est aussi dans quelle mesure les exploitants voisins sont interdépendants dans la production du service de régulation biologique. Et ça, est-ce que finalement les agriculteurs d'un territoire en sont vraiment conscients et dans quelle mesure? Et puis finalement, après, c'est aussi, si en fait, sur le principe, on peut démontrer l'intérêt à le faire, qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui peut aider à la mise en œuvre vraiment sur le terrain? Parce qu'on a vu hier que c'était quand même pas facile et que ça nécessite un accompagnement vraiment important. Et donc nous, on a un historique donc avec plusieurs équipes de recherche. Vous voyez, on a en fait 5 territoires où on s'intéresse à la question des régulations biologiques. Donc ça s'appelle le réseau national CBiopag, où en fait on suit les régulations biologiques et les niveaux de certains ennemis naturels en relation avec évidemment les pratiques dans les parcelles, mais surtout à l'échelle du paysage. C'est un peu ce qui nous a rassemblés. Et on travaille ensemble depuis 2012 en fait. Donc on a un territoire en plaine de Dijon, un territoire sur la zone atelier armorique. Donc là on est en culture annuelle.
dans la zone atelier Pigard près de Toulouse aussi. Et puis on a des sites de culture pérenne avec les vergers de Basse-Durance où c'est des pommiers en fait avec PCH et de la vigne avec l'unité Save et le site atelier Bacchus. Et donc en fait ce qui nous intéressait c'est de suivre un peu et de mesurer l'effet et les interdépendances et les interactions entre les pratiques à l'échelle locale et le contexte paysager des parcelles. Donc en fait, ces sites, donc le principe qui est assez original par rapport à des projets de recherche classiques, c'est qu'on a choisi des parcelles en fonction de gradients paysagers autour de ces parcelles et d'intensité de pratique, et que depuis le début, donc depuis 2014, en fait, on garde les mêmes parcelles. Donc on ne change pas, quoi. Et donc on voyait, donc on a des vergers, des vignes et des cultures annuelles. Et donc elles ont été choisies pour chaque. Ici par exemple pour le site de Toulouse, vous voyez qu'il y a 20 parcelles et où on va faire des mesures donc tous les ans. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Ben, en fait, on va mesurer la biodiversité des services, donc la biodiversité fonctionnelle, les carabes, les araignées, la flore adventice aussi, à la fois comme un bioagresseur, mais aussi comme potentiellement flore qui aide à certains services de régulation et de pollinisation. Et puis donc la régulation, on la mesure via l'utilisation de proies sentinelles. Donc on expose des proies au champ. Et donc on a différents types de proies. On a des pucerons au sol, des œufs d'Héphaestia, donc, et puis des graines d'adventice. On a des entretiens tous les ans avec les agriculteurs, on a l'itinéraire technique complet. Et puis donc on mesure tous les ans aussi ce qui se passe dans le paysage sur 1 km, dans 1 km² autour des parcelles. Donc par exemple, hein, là on en est à la 12e année de collecte de données, mais c'est un exemple de série temporelle pour vous expliquer. Donc on a sur une même parcelle ici dans la plaine de Dijon. Vous voyez ici, on est de 2014 à 2019, hein, mais bon, ça continue. Donc on a des fluctuations, par exemple, d'abondance de carabes. On a la succession des cultures et donc des IFT qui varient chaque année dans la parcelle en fonction de la pression du agresseur, mais surtout des cultures. Et puis le paysage, il change aussi parce qu'on regarde évidemment les éléments semi-naturels qui sont assez stables, mais il y a la proportion de céréales dans le paysage, par exemple, qui peut être une proportion de culture haute dans le paysage, et va varier beaucoup d'année en année pour la même parcelle. Donc ces données, en fait, nous ont permis de déterminer finalement les facteurs qui impactaient le plus les niveaux de régulation. Donc par exemple ici les taux de prédation de pucerons, on voit qu'ils dépendent et ils se réduisent à mesure que l'IFT dans la parcelle augmente. Et on a des choses comme ça qui ressortent de façon assez générique. Donc globalement, on a un effet négatif des pesticides dans la parcelle et à l'échelle du paysage aussi sur les niveaux de régulation. On a un effet plutôt positif des habitats semi-naturels et de la diversité des cultures dans le paysage autour. Donc en fait, ces données, elles sont robustes puisque en fait, on a beaucoup d'années. Donc on peut prendre en compte l'effet des conditions météo de l'année, des choses comme ça. On peut vraiment quantifier ces effets. Donc du coup, ça nous permet de mieux cibler finalement les effets des pratiques et du paysage sur ces taux de régulation. Donc à la suite de ça, donc en 2018, en fait, il y a eu un appel d'offres sur les leviers territoriaux pour réduire l'utilisation de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Et donc on a déposé un projet où en fait l'idée, et c'est aussi issu des interactions avec les agriculteurs à qui on restituait les résultats, c'était de fournir une analyse un peu plus détaillée et locale en fait des moyens qui pouvaient être mis en place pour renforcer les régulations et donc potentiellement baisser l'utilisation de phyto. Donc on est bien parti d'un réseau de paysages où on a des données.
on a donc voulu co-construire avec les acteurs de chacun des sites, finalement, quels changements ils pourraient mettre en place, ils seraient prêts à mettre en place pour augmenter ces régulations, donc via des ateliers. De développer des modèles prédictifs, pas des modèles explicatifs, mais vraiment des modèles prédictifs, c'est-à-dire dans lesquels on a confiance sur la valeur prédictive. Et donc là, la question c'était est-ce que c'est des modèles locaux ou est-ce que c'est des modèles pour tous les sites en culture annuelle. Enfin, donc on a fait pas mal d'analyses. Et puis une restitution par rapport à donc cette question de quel gain a changé tout seul versus collectivement. Donc là, je donne l'exemple en plaine de Dijon, puisque c'est celui que je connais le mieux. Donc on a commencé par faire vraiment un atelier pour construire avec les agriculteurs des scénarios de changement de pratique. Donc sur la base de quels changements ils avaient fait récemment, quels sont les changements qu'ils envisageaient, etc. Et donc en fait, on a des choses où donc il y a réduction d'IFT et diversification de la rotation qui sont vraiment identifiées comme des pratiques qui veulent mettre en place de plus en plus, de la conversion en bio aussi et de l'implantation des IAE. Mais par contre, la réduction de la taille des parcelles, c'est hors de question, ça a été vraiment... Donc on a, pour la plaine de Dijon, donc la plaine de Dijon, hein, c'est assez intensif, c'est colza-blé-orge, c'est plat, c'est bon. Donc on a quand même un scénario donc, de diversification des cultures et de conversion à l'agriculture biologique. Donc ensuite on a repris un territoire, donc ici c'est 4 km sur 4 km, en fait le petit territoire. Et du coup dedans il y a 11 exploitations, donc ça c'est une situation réelle. Hein. Et donc, en fait, nous, on connaît bien la zone aussi. Donc, en fait, on a simplifié, on a fait une typologie un peu des types de pratiques, enfin de systèmes, en fait, sur la zone. Donc, un premier qui est vraiment le truc classique colza-blé-orge, donc conventionnel, rotation simple. Un deuxième type qui est du conventionnel, mais avec des rotations plus diversifiées, qui existe aussi et qui est mis en place par un certain nombre d'agriculteurs. Et donc cette diversification des rotations, elle permet de réduire l'IFT de 30% sur la zone. Donc ça veut dire on met des cultures de printemps, des cultures d'été un peu. Et puis donc des rotations type AB, hein, agriculture biologique. Donc là, l'IFT est réduit de 100% et les rotations sont diversifiées aussi, mais ce n'est pas les mêmes cultures qu'en conventionnel diversifié. On va avoir des choses comme de la luzerne, des choses comme ça. Donc la situation initiale sur notre territoire, c'est celle où en fait on a une majorité d'exploitations qui sont en conventionnel simple. On a quand même une diversifiée et une en bio. Et donc un scénario de changement de pratique plausible, tel qu'identifié, co-construit avec les acteurs, ça serait où vraiment on passe à des exploitations qui se diversifient en termes de rotation, donc qui sont en orange, et d'expansion aussi du bio, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là sur la plaine ces dernières années. Donc ça, c'est notre scénario. Ensuite, donc, la deuxième phase en parallèle, c'était sur la base des données annuelles qu'on a à la fois sur les niveaux de régulation, sur les pratiques dans chaque parcelle et sur le paysage, de faire des modèles. Donc on a vite vu qu'en fait, il fallait des modèles locaux, c'est-à-dire que le modèle pour la plaine de Dijon, il est basé sur 10 ans de données sur la plaine de Dijon, quoi. Donc là, en fait, bon, je vais passer les détails, mais on a dû changer de technique de modélisation, donc, parce que les modèles classiques, en fait, étaient bien explicatifs, mais n'étaient pas prédictifs. Donc là, enfin, je vous passe les détails, mais globalement, en fait, on voit les facteurs qui... donc on a des facteurs météorologiques, de pratiques à l'échelle de la parcelle et de paysages, y compris des pratiques à l'échelle du paysage, par exemple l'IFT à l'échelle du paysage, la proportion d'agriculture biologique, des choses comme ça, quoi. Et donc là, c'est un exemple. Donc si on revient sur le site de Dijon, donc on a un modèle prédictif qui a été validé sur la prédation de pucerons, qui dépend
de la proportion de la culture haute dans le paysage et de la diversité des cultures aussi dans le paysage. Et donc, en fait, le modèle qu'on a développé, il permet pour chaque pixel de la carte, en fait, vous voyez, les pixels, il regarde dans quel habitat je me trouve. Donc là, en fait, le blanc, c'est que ce n'est pas cultivé. Dans quelle parcelle je me trouve, quelles sont les pratiques dans sa parcelle et quelles sont les caractéristiques du paysage autour. Et donc, il calcule un niveau de régulation biologique pour chacun des pixels de la carte. Donc, si on est à l'état initial, en fait, avant les changements, on a une moyenne de régulation biologique qui est de 0,45. Et bon, là, vous voyez peut-être pas trop bien, mais donc là, le rouge s'intensifie quand même. Donc, on est à 63 avec la mise en place par des changements individuels, mais non concertés, c'est-à-dire chacun change. Et après, donc, il y a eu un troisième scénario où, en fait, les changements étaient les mêmes, mais les assolements, en fait, étaient choisis de façon vraiment à optimiser les régulations biologiques. Donc on a une optimisation, et là on a encore un gain de régulation biologique. Bon, ça c'est pas très parlant pour des agriculteurs en fait, je pense. Bon, ça montre, mais vous voyez que... Donc en fait, on a présenté ça rapidement, mais on a vraiment travaillé sur la façon de restituer et pour engager la discussion avec les agriculteurs. Donc dans un deuxième atelier, vous voyez là, où là il y avait tous les agriculteurs, mais aussi des institutionnels, des gens des chambres, du conseil départemental, de l'agence régionale de la biodiversité. Il y avait beaucoup plus d'institutionnels. Et donc en fait on a plutôt présenté ça comme ça. Alors je vous explique. Ici vous avez les exploitations. On a essayé de présenter ça en termes de gains individuels pour chaque exploitation. Donc là, en fait, à 0, c'est le niveau de régulation qu'il y avait sans changement. Et ça, c'est le gain en termes de régulation biologique. Donc ce qu'on voit, c'est que... Donc là, on a 8 fermes qui changent sur les 11. Donc il y en a qui sont passés de conventionnel simple à conventionnel diversifié, qui ont gagné. Et il y en a qui sont passés de conventionnel simple à agriculture biologique, qui ont gagné. Ce que vous voyez, c'est qu'en fonction des exploitations, le gain n'est pas du tout le même. Parce que chaque parcelle n'a pas les mêmes voisins. Et donc va bénéficier d'effets positifs ou au contraire négatifs de ses voisins sur ses niveaux de régulation et sur l'effet de ses pratiques. Et il y en a qui sont peut-être plus près d'habitats semi-naturels, etc. etc. quoi. Donc, mais il y a quand même toujours un gain à changer, mais qui est variable. Après, on a présenté ça. Donc là, du coup, le violet, c'est ce que je vous ai présenté avant, quoi. C'est le gain, je change, voilà le gain que j'ai. Et donc, en bleu, c'est ce que je gagne si moi je ne change pas, mais tout le monde autour de moi change en termes de pratique. Et donc, vous voyez que donc il y a des fermes où il n'y a pas eu de changement et qui ont beaucoup gagné en termes de régulation biologique. Donc, ce que font mes voisins a un impact très important sur ce qui se passe chez moi. Et le troisième, donc du coup, c'est le orange. Là, c'est donc tout le monde change en fait sur ce petit territoire de 4 km sur 4 km. Et là, on voit qu'il y a un gain supplémentaire énorme si toutes les fermes changent par rapport à un changement individuel. C'est ça qu'on veut montrer aussi. Donc là, on est vraiment sur des valeurs qui vont quasiment jusqu'à 20%. Et donc, les assolements concertés en fait, permettent encore de gagner 30% sur ces niveaux de régulation biologique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de voir un peu l'impact du projet finalement sur la perception des agriculteurs, notamment sur les actions collectives, quoi. Et donc en fait, on a utilisé la théorie du comportement planifié avec des questionnaires qui ont été remplis par les agriculteurs au niveau du premier atelier, donc avant le projet et après la restitution des résultats.
Et donc, cette théorie, elle regarde les attitudes et les comportements. Donc, en bleu, c'est au début de projet, en vert, c'est à la fin du projet. Donc, j'ai mis juste un exemple, hein. Il est bénéfique pour les exploitants d'agir collectivement pour la mise en place de pratiques au niveau du territoire. Donc, au début de projet, oui, oui, plutôt oui, mais pas du tout d'accord ou je sais pas. Et donc, bon, à la fin du projet, il y a quand même plutôt tout à fait d'accord et d'accord qui va dominer. Et ce qu'on voit par contre, c'est quand il s'agit du comportement, donc ici de la mise en place et de vraiment le faire, le mettre en place. Là, donc, on est plus, le vert tend plus vers le positif, mais néanmoins, voilà, c'est difficile. Il trouve c'est difficile à mettre en œuvre. Il ne voit pas comment le mettre en œuvre de façon comme ça. Néanmoins, donc, à la suite de la présentation des résultats, du coup, ça a quand même vraiment permis aux gens de s'asseoir et de parler d'action collective, alors que c'était un concept quand même qui était assez étranger au groupe, quoi, qui n'était pas vraiment... Et donc, du coup, ils ont discuté en petits groupes et tout ça. Ils ont identifié un certain nombre d'actions collectives qui seraient pertinentes pour le territoire en question. Et ils ont en fait voté sur les actions qui sont prioritaires. Et donc, en Plaine de Dijon, c'était la création d'espaces de rencontres entre usagers du territoire. Ils se disent, bah ouais, mais en fait, on ne se rencontre pas pour discuter de ces trucs-là, ça n'existe pas. Et l'autre, c'était vraiment sur la diversification. Donc là, et donc, à la fois, ils ont regardé les freins, les leviers, qu'est-ce qu'il faudrait, etc. Donc, c'était quand même assez fouillé. Et donc, comme on l'a fait sur plusieurs sites, en fait, voilà, on a les enjeux territoriaux, les réactions face aux résultats prépare, les solutions, les actions collectives qu'ils ont identifiées comme prioritaires. Et donc les leviers, donc dans les leviers, il y avait accompagnement technique, plutôt soutien financier ou plutôt politique publique en fait. Et donc ce qui était intéressant, c'est de voir que l'histoire de l'espace de rencontre, en fait, il est ressorti sur tous les territoires, comme un truc qui manquait, quoi. Un espace de discussion, d'échange. Donc en fait, bon, j'ai pas le temps de passer d'aller dans le détail, mais voilà. Donc en fait, l'idée au départ, c'était de montrer par des cartes et sur des territoires que les acteurs locaux connaissent bien, en fait, une analyse un peu quantifiée des régulations biologiques. Et là, en plus de voir qu'il y a vraiment un intérêt à y aller ensemble et collectivement, et que le gain, il est démultiplié si tout le monde s'engage dans la transformation. Ce qu'on n'attendait peut-être pas forcément, c'est que ça a été vraiment une super introduction pour faire que les agriculteurs ils parlent de ce sujet-là, qu'on n'aurait jamais, je pense, réussi à faire d'entrée comme ça, sans savoir ce type de choses. Ils n'ont pas du tout remis en cause les conclusions. Eux, ce qu'ils disaient, c'est oui, c'est super, mais est-ce que vous pouvez modéliser aussi les sols, l'érosion, enfin bon, ils étaient plutôt emballés vraiment par le truc. Et donc, ils ont identifié des actions collectives qui seraient prioritaires et qui traiteraient de multiples enjeux, quoi. Ils en ont marre des trucs en silo. En fait, ils voudraient une approche intégrée des problématiques de leur territoire qui soient traitées. Donc du coup, on a appris beaucoup de choses et on voit bien que finalement, pour booster vraiment le contrôle biologique, il faut passer de stratégies individuelles à des stratégies plus collectives. Donc ça passe aussi par ce qu'on a vu tout à l'heure, quand même, avoir une dynamique sociale en fait, qui se mette, je crois que c'est vraiment le point critique, c'est d'avoir quelque chose qui se mette en place.
Donc on a vu hier avec l'exemple de R2D2 que finalement le groupe, il se connaissait depuis des décennies, quoi, que c'était quelque chose, il y avait un lien très fort entre ces agriculteurs voisins, mais ce n'est pas forcément du tout le cas partout. Donc les stratégies territoriales, elles sont sur mesure, hein. Le modèle de Dijon, ce n'est pas le modèle de prédiction des régulations sur Avignon ou sur Toulouse. Qu'il y a des difficultés de mise en œuvre avec peu et pas d'accompagnement en fait, et qu'il est important de pouvoir outiller cette concertation territoriale avec peut-être ce type de petit modèle en fait spatialisé qui permet de visualiser. Je pense que le fait pour les agriculteurs de visualiser, de voir leur territoire chez eux, ça a eu vraiment un impact important, quoi. Et donc, bref, je pense que c'est vraiment important parce que finalement, on a très peu de mesures sur l'effet de cette gestion collective, comme je le disais au début, et que ça peut être évalué que si finalement il y a des mises en place par des collectifs d'agriculteurs. Voilà, et donc je voulais remercier les financeurs et puis tout le consortium CBiopag, donc, qui vient de différentes unités. Donc on se rencontre pour discuter et puis pour tous les ans. Donc, une photo du consortium. Et sinon, donc, ce projet, en fait, il a fait partie, comme je disais, d'un appel d'offres Ecofito qui s'appelait Leviers territoriaux. Et il y a eu un numéro spécial de la revue Innovation agronomique, que vous connaissez peut-être, c'est en accès libre. Donc c'est le volume 96. Donc vous retrouverez un article sur ce projet-là, mais sur plein d'autres projets aussi. Merci. Merci pour la présentation, c'était intéressant. Je me demandais du coup dans les actions collectives, qu'est-ce qui est préconisé? Est-ce que c'est raisonner son assolement collectivement? Est-ce que c'est la connectivité des IAE? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y avait plein de choses, hein. Je l'avais mis dans le tableau. Vous voyez, donc Dijon, c'était diversifier les rotations. À Toulouse, c'est la création, c'est un assolement en commun, et depuis, ils ont créé un GI2E pour faire ces assolements communs. Mais sur Avignon en Verger, c'était plutôt les IAE. Voilà. Et l'assolement en commun, est-ce que c'est uniquement raisonné d'avoir des cultures différentes, d'avoir une mosaïque de cultures, ou est-ce que ça va plus loin? Je sais pas, on disait tout à l'heure que par exemple du colza, je sais plus à côté de quoi on a dit, ça pouvait être bénéfique aussi en apportant des auxiliaires. Enfin, est-ce que ça va plus loin que la mosaïque de culture dans le raisonnement? Après, ça va dépendre. Là, dans le modèle, c'était optimisé en fait de façon à baisser les IFT ou en fonction des cultures, etc. Sur Toulouse, en fait, il y a aussi une problématique d'érosion en fait, donc, et de gestion des adventices. Donc du coup, c'est augmenter la diversité de la rotation aussi quelque part, quoi. Mais ils le font ensemble, quoi. Je ne dis pas forcément qu'ils optimisent ce qui est voisin, mais ça pourrait venir, hein, une fois que c'est lancé. Mais là, c'est de se dire, on y va tous ensemble, et c'est peut-être un peu, on ose plus quand on y va ensemble. C'est ce que disait un peu Denis hier. Je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Et puis je me demandais aussi le modèle. Il est conçu à la base plutôt sur du dire d'experts, de dire il faut que les éléments soient connectés, de dire... Non, c'est sur nos données. C'est vraiment sur les données que ça... C'est les données qu'on a connectées. Ouais. Après, évidemment, on ne peut pas collecter des données sur tous les territoires sur 10 ans, quoi. Donc, mais je pense qu'à partir de là, il y a quand même des règles qui sortent et qu'on peut mettre... Mais le dire d'expert, c'est un peu difficile parce qu'on sait que les effets, ils sont très variables en fonction des contextes. Donc il y a un juste milieu à trouver. C'est vrai qu'on y réfléchit là pour développer un peu l'outil, notamment intégrer peut-être donc cette expertise collective qu'il y a eu sur les effets de la diversification. Pouvoir intégrer un peu ça dans ce type de... Si on avait un modèle un peu presse-bouton, donc on peut mettre mélange variétaux, puisqu'ils ont fait une analyse quantifiée de plus de 1000 références de la littérature.
Et donc c'est aussi plus loin, quoi. C'est sur la gestion directe des bioagresseurs, des maladies, des choses comme ça, quoi. Donc je pense qu'il y a un potentiel. Mais là, en fait, c'est vrai que ce qui fait que c'est crédible pour les agriculteurs aussi, en fait, moi, ça fait longtemps que je travaille avec le même groupe. Ils s'en foutent des résultats généraux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir chez eux comment ça se passe. Et enfin, c'est logique, quoi. Des trucs qui ont été faits ailleurs, ils n'ont pas forcément confiance dans le truc. Là, quand on arrive avec... ils savent que ça fait 10 ans qu'on collecte des données et qu'on connaît bien. Mais après, le manque d'accompagnement, enfin, c'était aussi un aspect que je voulais discuter ici, c'est en termes d'outillage, en fait... enfin là j'ai vu que vous avez travaillé avec des cartes papier, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir des outils qui permettent tu vois, de rentrer un certain nombre de trucs sur les pratiques, de faire un peu un assolement et puis de voir un peu simuler, globalement ça devrait réduire ci, augmenter ça, des trucs un peu... Oui, dernière question. Collègue, je vais répondre. Ah, pardon. En fait, c'est vrai que l'assolement collectif, ça ouvre la porte à pas mal de choses, je pense. Nous, on avait imaginé ça avec le groupe, c'est par exemple de dire une année, est-ce qu'on regrouperait pas le colza, on n'essaierait pas de faire une patate colza pour diluer un petit peu les pressions. On s'était posé la question de faire une année à blanc. On s'était posé aussi la question par rapport, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, Céline, je pense, de ce qui est possible de faire et de pas mettre d'essayer de garder une distance raisonnable entre les colzas pour que le parasitisme, les parasitoïdes, ils puissent migrer. Donc ça, c'est possible. En fait, là, on réfléchissait. Alors, on n'a pas encore, c'est pas encore fait, mais il y a des outils qui permettent. Il y a des startups ou des entreprises qui proposent en fait de pouvoir sur des couches cartographiques intégrer toutes les données qu'on a de pratique, les IAE, de tout recenser en fait sous des systèmes de couches en fait. On s'était posé cette question-là parce que c'est vrai que ça pourrait permettre justement de faire des simulations ou d'imaginer ce qui se passe d'une année sur l'autre, quoi, en recensant toutes les parcelles, enfin toutes les Oui, puis cultures qu'il y a. de Et simuler Ouais, des ouais. trucs auxquels on pense. On Et les a pas de les outils, mais pouvoir je pense qu'il représenter, y a peut-être un besoin ouais. pour pouvoir faire ces simulations. Et de la même façon, on peut voir ça plutôt comme si on a directement les bioagresseurs, faire des cartographies de risques, en fait, de certaines configurations, certains assolements de risques C'est vrai que bioagresseurs. ces logiques territoriales là, et collectives, elles ouvrent aussi des questions méthodo. Enfin, c'est un champ qui est en expansion où on aurait besoin d'outils, je pense. Ouais. Il y avait la dernière question Oui, du coup, je pense, c'est intéressant de voir comment évolue le niveau de régulation. Par contre, après, ce qui manque peut-être, mais bon, c'est certainement le cas. Enfin, je pense que ça n'a pas été évalué en termes de rendement. Voilà, parce qu'on peut avoir plus de régulation, mais on peut avoir plus de ravageurs aussi. Et est-ce que c'est suffisant pour maintenir un rendement satisfaisant? Et donc ça, c'est peut-être une étape d'après, je suppose. Ouais, non, mais là, ça serait... En fait, là, pour moi, l'objectif, c'était de démontrer, de faire des cartes à l'échelle du paysage pour les agriculteurs, pour vraiment quantifier leur interdépendance. Pour moi, c'était ça qu'il fallait faire passer. Parce que c'est sûrement... Enfin, avant les difficultés de mise en œuvre, il faut déjà qu'en fait, on leur montre qu'il y a un intérêt à le faire sur... c'est en 2 étapes, quoi. Parce que ça coule pas forcément de source, quoi. Cette histoire de travailler ensemble à l'échelle du territoire, quoi. C'est pas la logique dominante. Une petite réponse rapide. Oui, t'auras pas de question. Vraiment, merci pour cette présentation. Elle a été très instructive pour moi. Et là, ma question, c'est par rapport, donc là, vraiment aux actions collectives. Donc là, c'est une visualisation à l'échelle du paysage. Mais et là, tu as montré que, voilà, vous avez montré à chaque agriculteur ce que fait son voisin. Mais ma question, c'était dans ce paysage, est-ce que vraiment ces collectifs, ils sont connectés
est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments du paysage ou d'autres agriculteurs qui ne font pas partie du groupe, qui ont d'autres pratiques? Et dans ce cas-là, est-ce que ça, c'est pris en compte en fin de compte? Est-ce que pour développer une telle méthode, pour resynthétiser, il faut déjà avoir des groupes, mais qui permettent, avec des parcelles, des exploitations qui, en fin de compte, se retrouvent l'une en Et après, si tu veux, les pratiques, là, ils ne les ont pas mises en œuvre. C'est juste de la simulation. C'est dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à changer sur vos exploitations et qu'est-ce que vous pouvez espérer gagner, quels sont les bénéfices. Et surtout, l'idée, c'est n'y allez pas tout seul, mais allez-y ensemble. Quoi. Voilà. Vous gagnerez tous beaucoup plus. Et il faut vraiment qu'ils soient quand même l'un à côté de l'autre. C'est mieux. D'accord. Ouais. Ok. Ils vont changer leur pratique ou pas? Ouais, tu vois, ça c'était fait. Oui, il y a des choses qui se font. Ça déclenche. Après, faut qu'il y ait les parties prenantes qui les aident et qui les accompagnent, en fait. Tu vois.